curcuma. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bouge ton curcuma. Après une pause nécessaire due à l'arrivée d'un nouvel enfant, je vous retrouve dans ce contexte de confinement très particulier. Il est d'ailleurs très étrange de se dire que l'on donne la vie à un enfant dans ce monde si peu accueillant. J'en discuterai d'ailleurs avec chaque invité sur leur ressenti face à cette situation. Pendant le confinement, les épisodes sont enregistrés à distance. La qualité du son sera du coup impactée et je m'en excuse d'avance. Nous voici donc repartis pour une nouvelle session de découverte, de parcours tout aussi intéressants et atypiques, et d'une réflexion autour de la santé qui a plus que jamais sa place actuellement. Très bonne écoute. Bonjour Pierre. Salut Cindy. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Bah, écoute, ouais, avec plaisir. Écoute, moi je suis, donc tu l'as très bien dit, praticien en énergétique traditionnelle chinoise depuis 10 ans maintenant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai beaucoup eu recours à l'énergétique chinoise, à la médecine chinoise, de par mon passé et mes petits problèmes de santé. Du coup, c'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment tourné à fond vers cette approche que j'apprécie vraiment sur sa logique et sa façon de penser. La pensée chinoise est vraiment très appréciable, voilà, en général pour vraiment comprendre un petit peu le système du corps humain. Et puis je suis naturopathe maintenant depuis 3 mois en fait, c'est assez récent. J'ai fait une formation pendant 2 ans en complément en fait de ce que je fais depuis 10 ans en médecine chinoise. Et c'est vrai que voilà, c'est deux choses qui sont très complémentaires, très holistiques, donc vraiment qui voient l'ensemble de l'être humain et de la personne dans sa globalité. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors avant ça, je me suis arrêté à la licence aux Beaux-Arts en architecture. Euh, j'ai monté une boîte et puis à ce moment-là, en fait, j'ai fait un petit burn-out, pour utiliser un euphémisme. Et voilà, c'est ça en fait, c'est des problèmes de santé qui se sont accumulés suite à divers événements dans ma vie, qui fait que bon bah voilà, je me suis tourné après vraiment totalement vers moi et du coup vers la santé et les médecines douces, les approches un petit peu différentes du corps. Et c'est quoi qui t'a donné le déclic ? C'est des lectures ? Ce qui m'a donné le déclic, ça a été plusieurs choses. Déjà, j'ai toujours eu un environnement un petit peu axé sur tout ce qui est spiritualité, bien-être et tout ça. Et puis après, c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un qui était en fait un coach sportif qui était un très très fort en arts martiaux, presque, je crois, un ancien champion du monde, il me semble. Hein, j'ai jamais vraiment su, même si c'est un ami, je le vois plus trop maintenant parce que on s'est un peu éloigné. Le temps fait que. Mais voilà, c'est ça qui m'a guidé en fait. Il m'a un peu aidé dans mon parcours, mon cheminement, et il m'a traité pas mal en médecine chinoise à ce moment-là, notamment avec aussi des techniques de kung-fu pour reprendre contact avec mon corps, sachant que j'étais resté presque une année alité, donc j'avais vraiment perdu du muscle, de la force physique et aussi beaucoup mentale. Donc voilà, ça s'est fait comme ça et c'est vraiment un concours de circonstances, mais voilà, ça s'est fait au bon moment. Donc c'est lui qui t'a poussé vers la médecine chinoise ? Parce que bon, la médecine chinoise, ça paraît très En vaste. fait, ouais, c'est très vaste. Il m'a pas poussé, en fait, du tout. Il m'a traité avec ça et il m'a permis d'avoir une autre approche. Après, moi-même, je me faisais traiter déjà en acupuncture par moment, de façon ponctuelle, dans l'année, une fois ou deux peut-être, euh, pour moi-même, mais vraiment à titre. Déjà, j'avais des petits problèmes de santé, mais c'était pas autant qu'à ce moment-là. Et puis, c'est vrai que ça s'est passé comme ça, voilà. Donc, Et alors quand tu décides de te former à la médecine chinoise? Parce que ça paraît, quasiment impossible tellement c'est vaste. écoute, ce qui était intéressant, moi, à ce moment-là, je faisais de l'agoraphobie, pour être clair. Donc, j'avais vraiment des gros problèmes pour sortir de chez moi, suite à un choc que j'ai eu qui m'a vraiment déstabilisé et perturbé. Donc, j'étais ni bien chez moi, ni bien à l'extérieur. Donc c'était vraiment compliqué pour moi de faire une formation, t'imagines bien. Ouais. Et j'ai dû, en fait, c'était l'intérêt, c'est que c'était les week-ends, et puis un petit peu de temps en temps le mercredi.
sur 3 ans. Et du coup, c'est vrai que ça a été quand même pour moi un challenge, mais c'était jouable. Il fallait que je prenne vraiment sur moi. Fallait que voilà, je sois un petit peu vraiment que je fasse l'effort et que je me dise voilà parce que en fait mon corps ne suivait pas mais mon mental avait vraiment envie d'apprendre mais j'avais envie de dépasser des choses mais il y avait des blocages donc du coup Ouais. bah, j'ai fait ça et ça m'a motivé et j'étais très content de pouvoir avancer, apprendre tout en étant vraiment dans un système quand même qui était plein de peur, de protection mais de, voilà, de blocage en fait, hein. Vraiment, l'agoraphobie, c'est quelque chose d'assez puissant, hein, enfin, pour vraiment minimiser la chose, c'est-à-dire que vraiment, quand tu sors dans la rue, tu as l'impression que tu vas à Bagdad, quoi. Ouais. C'est vraiment la guerre pour toi, donc c'est très compliqué de gérer ça, mais j'ai réussi à faire ça, et puis moi-même, je me suis beaucoup traité, du coup, auto-traité en médecine chinoise sur moi-même, et ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Ah, du coup, ça a été une formation thérapie. Ça a été une formation thérapie, ouais, ouais, bien sûr, complètement. Et l'agoraphobie, ça se classe, enfin oui, ça se classe dans tout ce qui est, dans toutes les phobies, donc il y a vraiment des techniques particulières pour s'en débarrasser. Alors, l'agoraphobie, c'est effectivement quelque chose de très particulier parce que moi, j'avais vu des hypnothérapeutes, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait plein de choses. Je voyais plusieurs psys d'ailleurs. Et aucune solution m'avait vraiment réussi. Les solutions qu'on m'apportait faisaient rien du tout en fait sur moi et j'étais toujours autant agoraphobe. Euh, On dit que le MDR est très efficace pourtant. Ouais, le MDR est très efficace. En fait, ce qui s'est passé, c'est que surtout, j'ai fait un programme audio d'un Belge qui s'appelle Gert. J'en parle aussi sur un de mes podcasts là-dessus, sur la spécifique sur l'agoraphobie. Et c'est vrai que c'est un programme audio sur 3 mois dans lequel on a beaucoup de choses à voir, mais surtout beaucoup de pratiques. C'est ce que je préconise beaucoup sur ma page Instagram, c'est beaucoup pratiquer, vraiment c'est ce qui change tout. Et là j'ai appris beaucoup justement sur moi et surtout à justement m'exposer à des situations et à remettre mon corps et mon esprit dans des situations qui me paraissaient presque impossibles. Si tu veux, je faisais des rêves que je partais en voyage, pour moi c'était devenu vraiment quelque chose de devenu totalement inaccessible. Voilà, vraiment comme si toi, Mhm. tu t'imaginais, tu te disais, ouais, moi, je vais pouvoir voler demain, comme ça, sans aucune Ouais. combinaison. Pour moi, c'était la même chose. Je me disais, bah, c'est impossible. Je n'y arriverai pas. Puis, Ouais. ce programme-là, donc, que j'ai suivi de façon très, très assidue, m'a vraiment permis de me sortir de ma graphie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la médecine chinoise? Bien sûr, qu'est-ce que tu voudrais que je te raconte un petit peu? En fait, c'est la médecine chinoise, c'est vrai que c'est très large. Moi, j'utilise le terme énergétique plus que médecine chinoise, puisque en fait, moi, je suis pas médecin. Donc, c'est vrai que on va plus travailler sur le sens de l'énergétique, même si ça revient au même. La médecine chinoise, énergétique chinoise, c'est très vaste. Tu as beaucoup de domaines différents. Alors ça va partir de l'acupression à l'acupuncture, tu vas passer par les massages thérapeutiques, tu vas passer par l'utilisation des ventouses, la moxibustion. Voilà, après tu as aussi la pharmacopée chinoise. Bon, ça on l'utilise pas en France, c'est interdit. Donc moi je l'ai pas apprise spécifiquement. Et puis tu as le tai chi, le qigong et le tai chi chuan, qui sont Ouais. deux éléments qui ressemblent à des pratiques un petit peu physiques de yoga, mais en fait, on a travaillé sur vraiment des postures et de l'énergie. Et vraiment, c'est quelque chose qui va être en fluide en connexion avec le fluide, ta connexion entre le rapport avec la terre et le ciel. Donc, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Moi, je le pratique pas non plus. J'ai pratiqué un peu le qigong, c'est assez bluffant. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, non, En termes de circulation d'énergie, c'est dingue. exactement. Ça a l'air facile quand on voit les gens. Euh, Ouais. Et en fait, ça demande beaucoup d'efforts musculaires parce qu'en fait, c'est tout un système d'adaptation, de contrepoids au niveau de tes muscles. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup travailler tes énergies, mais c'est très bon pour renforcer l'énergie rénale, notamment en médecine chinoise, et ton centre de gravité, ton chakra racine aussi. Donc, vraiment, ça, c'est vrai que c'est très important pour les gens qui ont du mal à être connectés, qui ont tendance à être vraiment pas les pieds sur terre ou qui ont l'impression d'avoir
temps en temps des dépersonnalisations, voilà, ce genre de choses-là. Et pourquoi tu t'es formé à la naturopathie du coup? En quoi c'est complémentaire pour toi? Ouais, en fait, dans la naturopathie, tu as aussi la médecine chinoise. OK. Ça fait partie de cette branche-là. La naturopathie, tu englobes vraiment beaucoup d'axes, comme l'homéopathie, l'utilisation des fleurs de Bach, l'aromathérapie, euh, l'apiculture, l'apithérapie. Donc, en fait, l'utilisation des abeilles qui peuvent vraiment nous aider sur beaucoup de problèmes de santé ORL pendant l'hiver, notamment. En fait, tu as l'alimentation, tu as beaucoup de choses sur la naturopathie, ça regroupe un ensemble de pratiques. Et moi, c'est vrai que comme j'ai eu ces petits soucis de santé, j'ai essayé beaucoup de techniques. J'ai eu recours à l'homéopathie, j'ai eu recours à énormément de pratiques de, je sais pas, EFT, psychologue en tout genre. Vraiment, c'est très très large, je ne vais pas énumérer tout ça, mais j'ai vraiment essayé beaucoup de techniques, et notamment en complément alimentaire, voilà, en technique de relaxation. Et en fait, j'ai appris pas mal déjà par moi-même. Et donc la formation, en fait, c'était un complément de mes connaissances. Euh, et c'était vraiment pour valider et concrétiser un petit peu la démarche que j'avais suivie depuis quelques temps, en fait. Et au final, c'est vraiment un mix de toutes ces thérapies qui t'ont aidé? C'est un mix de toutes ces thérapies, c'est un mix, bien sûr, c'est un mix de tout ça, c'est clair et net, c'est toujours un ensemble de choses qui fait l'effet. Après, ce que j'ai mis d'ailleurs il n'y a pas longtemps, là j'en ai parlé sur ma page Instagram, c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on va trouver une solution à l'extérieur de soi, et que si on va voir un chiropracteur ou un ostéopathe ou un psychologue, on va effectivement solutionner notre problème. Alors oui, en fait, pour 80% voire 85% des problèmes, mais en fait, il restera toujours 15 à 20% de problèmes profonds qui viennent de toi. Et c'est le travail que toi, tu vas faire de ton côté qui va vraiment changer la donne et qui va vraiment faire pencher la balance dans le sens de la guérison et l'accès à vraiment ta personnalité profonde et qui tu as vraiment envie d'être. Donc ça, c'est vraiment Ouais, un, c'est très important, oui, ce que tu dis, parce que finalement, c'est le plus compliqué. Parce qu'on ouais. on a toujours tendance à se raccrocher un peu aux branches et à se mettre sur une béquille pour s'aider, mais au final, tant que tu démarres pas le travail à l'intérieur, Bah, ça en n'avance fait, on va dire que quand tu demandes de l'aide, tu as déjà fait 50% du job. Ça, on ouais. le dit tout le temps. Quand tu vas demander l'aide, c'est le début de la guérison. Ce qui est totalement vrai. Je pense que vraiment, il y a des gens qui ont vraiment du mal, par souci d'orgueil ou par souci de peur du changement, de peur de changer leur système de protection, etc., qui resteront enfermés tout le temps dans leur système. Donc, quand on va déjà commencer à demander de l'aide, là, on est vraiment sur une démarche où on est vraiment dans le début de la guérison. Et puis après, effectivement, on peut se dire que ça va être l'extérieur qui va nous solutionner tous nos problèmes. En fait, en général, même un psychologue va nous amener indirectement à comprendre par nous-mêmes nos systèmes de problématiques. Mais de temps en temps, voilà, c'est vrai que c'est pas forcément très très bien amené. Euh, et moi, je pense que des programmes qui impliquent de la pratique, moi, je vais sûrement créer un programme. Petit exclu, je vais créer un programme bientôt de santé euh, sur, euh, sur tout ça pour que voilà, les gens puissent essayer d'avancer dans leur vie tout en ayant Ouais, des... parce que c'est très répandu l'agoraphobie finalement. L'agoraphobie, c'est assez répandu, ouais, ouais. Et puis en fait, l'agoraphobie, c'est un dérèglement émotionnel, tout simplement. Et c'est vrai que les phobies, l'agoraphobie, les angoisses, en fait, surtout, puisque derrière tout ça, ça cache des angoisses, c'est une forme d'angoisse, en fait, hein, l'agoraphobie. Mmh. Les gens qui ont des angoisses, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Donc, c'est intéressant. Donc comment tu accompagnes les gens qui viennent te voir? Eh bien, bah, en fait, ça va dépendre. Les gens qui viennent au cabinet. Là, en ce moment, je fais des séances en naturopathie par téléphone avec le confinement. Mais sinon, les Ouais. gens qui viennent au cabinet, bah, je les vois une à trois fois. En général, c'est des séances qui sont des thérapies, entre guillemets, qui sont assez brèves. Donc voilà, entre une et trois séances, normalement, si je ne résous pas le problème, c'est que je ne suis pas capable de le faire. Et puis de temps en temps, je vais diriger la personne vers quelqu'un qui va être complémentaire aussi ou autre, ça dépend.
Alors tu parles de confinement justement, donc on est vraiment dans cette période très particulière là de nos vies. Est-ce que les gens, du coup te consultent, pour des choses différentes? Alors là, j'ai pas eu pour l'instant de patients qui m'ont consulté pour des problèmes liés au confinement. Je vais avoir des questions de temps en temps sur ma page Instagram directement, mais en consultation, ça va être plus pour des problèmes généraux. Les gens ont le temps et prennent le temps en fait en ce moment de s'occuper d'eux. Et Ouais. donc du coup, bah, ça les intéresse un petit peu de travailler sur cet axe-là. Qu'est-ce que c'est ta définition de la santé? Ma définition de la santé? Mmh. Bah, en fait, c'est pour moi être en phase avec tes émotions, tes pensées, et aussi en connexion avec ton corps, en étant vraiment dans l'équilibre, la recherche de l'équilibre. Pour moi, quand tu es en santé, c'est vraiment que tu te sens OK avec toi-même. Tu vas faire quelque chose le matin, tu as l'énergie, tu as envie d'y aller, tu as envie de le faire. Et c'est une santé qui est donc physique et aussi mentale. Tu vas avoir cette sensation d'avoir un but et une raison de vivre. Donc là, à partir de là, pour moi, la santé, elle vient de là. C'est la cause profonde. Après, le reste sont des symptômes. Et comment tu définirais la maladie du coup? Ah bah, la maladie, c'est on va se résumer ça assez simplement, c'est le fait de nier une partie de soi, hein, soigner d'ailleurs, quand on va soigner quelqu'un, c'est vraiment parce on s'est oublié, on s'est laissé de côté. Et du coup, bah forcément, le corps s'exprime et c'est une façon au corps de dire, c'est un système d'alerte en fait, de dire, bah, écoute, là, il y a quelque chose qui va pas. Euh, et il serait temps de t'occuper de moi. Donc ça peut être des maladies qui sont petites, des petites choses, et puis ça peut être des choses beaucoup plus importantes si on a laissé traîner de façon trop prolongée des soucis en prenant des pilules ou des choses pour éviter d'aller voir le problème. Ça s'accumule après. Ça s'accumule, bien sûr, bien sûr. Donc Et pour toi, il est possible d'agir en amont de la maladie? en fait, ouais, complètement, complètement, parce que le but de la médecine chinoise, c'est du préventif déjà, hein. Donc on est vraiment à la base sur quelque chose de vraiment préventif et on n'est pas sur du curatif à la base. Maintenant, c'est compliqué de mettre ça en place dans nos sociétés puisqu'on n'a pas une éducation, en France en tout cas, à agir comme ça. On va plus aller voir le médecin en général quand on est malade. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir en désespoir de cause parce qu'ils ont tout essayé. Alors pas que, hein, mais ça peut arriver souvent parce qu'ils ont tout essayé qu'après, voilà, ils viennent me voir. Et en fait, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ouais. C'est-à-dire pas toujours facile? Bah, pas toujours facile d'avoir cette, euh, Cette démarche? cette démarche, ouais, cette démarche d'aller voir un praticien, de lui dire bon bah je suis pas malade, je me sens plutôt bien, mais j'aimerais qu'on fasse un petit bilan de santé. C'est pas dans notre éducation, c'est pas dans nos gènes, on n'a pas ça. Les Chinois font beaucoup ça. Les Chinois, ils vont se traiter toutes les semaines en ventouse, ils vont se faire ça en famille, des techniques naturelles, ils vont prendre des plantes, ils vont vraiment déjà être beaucoup plus axés sur le bien-être préventif et aussi presque quelque chose de rituel euh, que nous, en fait. Hein, nous, on est vraiment encore, pas tout le monde, on est en train de changer un petit peu nos états de conscience et tout ça à ce niveau-là, mais c'est une question vraiment d'éducation, de rythme de vie. Alors il y a certaines familles qui vont être différents, qui vont agir différemment, mais c'est en général des gens qui ont voyagé, ou alors des gens qui ont déjà des systèmes un petit peu de santé qui sont déjà fragiles et donc qui sont au courant qu'il faut qu'ils fassent un petit peu attention. Euh, Ouais. Moi j'ai des techniques par exemple en médecine chinoise. Je fais un massage qui s'appelle le massage Shenzhen. C'est un massage thérapeutique qui est très puissant et en fait, c'est quelque chose qui se fait sur 3 séances, c'est étalé sur à peu près 3 semaines et ça va agir sur une année en fait. C'est quelque chose qui va renforcer ce qu'on appelle l'énergie Wei Qi, donc l'énergie défensive en médecine chinoise.
et ça te permet de passer une bonne année, tu vois, dans l'idée. Donc là, on est presque sur du préventif. On est sur quelque Mmh. chose qui va te permettre voilà, de te renforcer. Alors les gens ne viennent pas forcément le faire au départ pour ça, mais une fois qu'ils connaissent le Shenzhen et les bienfaits et le fait que ça travaille justement dans le temps comme ça, bah souvent j'ai des patients qui reviennent d'une année à l'autre parce que voilà, ils ont pris l'habitude. Donc ça, c'est vraiment l'exemple type que je peux te donner sur cette question-là. Est-ce que tu penses que la période qu'on vit actuellement, cette pandémie, ça va nous faire justement évoluer en matière de santé? Alors, je pense que effectivement, de toute façon, on est en train de vivre quelque chose qui est à la fois quelque chose qui est très axé sur la peur, parce qu'on est sur l'inconnu, clairement, en fait. Donc, justement, comme on est dans l'inconnu, on a tendance à se faire des films. Et ça marche aussi bien pour les angoisses de type général, comme quand on va avoir un rendez-vous amoureux, que sur quelque chose de beaucoup plus large comme ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors là, je pense qu'on est en train d'apprendre et ça va sûrement nous faire sortir grandi de tout ça. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je pense que les gens vont avoir tendance à revenir dans leur système habituel. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des pays, je pense vraiment qu'il va y avoir des mises en place de vraiment gros investissements dans la recherche médicale. Et puis au niveau climatique, il y a vraiment des grosses prises de conscience et gros changements, je pense. Mais pas que je l'espère, c'est que je pense vraiment que ça va se passer. Et si ça ne se produit pas, en fait, il y aura un autre virus pour qu'on recomprenne un coup, quoi. De temps en temps, il faut vraiment que ça arrive au paroxysme pour qu'on comprenne les choses. La planète, elle est pas super contente. Là, on voit qu'elle est très heureuse d'avoir ce moment de pause, que ça lui fait du bien sur plein de choses. Après, c'est horrible, bien sûr, pour les gens qui sont malades, etc. Et ça, je le mets pas de côté, bien entendu. Mais si on met les choses en perspective, en fait, la grippe ne fait pas. Enfin, on est vraiment sur des quotas qui sont similaires, sauf que là, en fait, c'est juste quelque chose qui se répand davantage et qui est devenu quelque chose de très médiatique. Moi, je regarde pas mal de vidéos, notamment du professeur Didier Raoult, qui est infectiologue dans le sud à Marseille, et qui raconte beaucoup de choses très justes. Effectivement, on est en retard par rapport à la Chine sur pas mal de choses, et on a de quoi apprendre. Et puis après, on a un système de mise en place de protection en France comme en Italie ou en Espagne qui sont encore un petit peu en retard et sur des prises de décision, c'est toujours un peu compliqué. Donc, on va voir comment ça va se dégoupiller. Je pense, en tout cas, on est sur quelque chose qui va amener du positif et qui en a déjà amené, puisque ça permet aux gens de à la fois se reconnecter entre eux, d'être beaucoup plus en phase avec leur environnement proche et pas tout le temps dans un cycle qui était en train d'aller, pour moi, de plus en plus vite et d'aller de plus en plus vers la fuite de soi, puisque avec les écrans, les réseaux sociaux et tout ce genre de choses, on est tout le temps suractif, mais on est tout le temps dans le virtuel. Là, on est ramené à soi et on est obligé en fait d'être bah, confiné avec son environnement proche ou face à soi-même. Et c'est très intéressant, je pense. Donc, ça, c'est un rappel à l'ordre aussi à ce niveau-là. Ouais, bien sûr, on pourra pas nier, qu'on est capable de faire marche arrière en écologie, en tout cas. Mais complètement. Je pense que là, le fait que ça touche la planète entière, c'est ça qui va faire la force de cet événement, en fait. Ouais. Comment on fait pour, contrôler ses peurs, justement? Contrôler ses peurs, ça va passer par plusieurs éléments qui sont très basiques. Les premiers, ça va être de ne pas être dans un système de pensée constant sur ses peurs, mais de se focaliser sur complètement autre chose. Vraiment mettre son mental de côté et passer à l'action sur, je sais pas, commencer à faire du sport, à dessiner, commencer à faire quelque chose en fait qui va nous occuper l'esprit. La deuxième chose qui va être très importante, et c'est encore plus important que ce que je viens d'énoncer, ça va être d'éviter complètement les médias, de ne pas regarder le journal télévisé, mais vraiment de choisir ses sources d'actualité à soi, sur YouTube par exemple, ou choisir un média avec une alerte info sur des choses importantes, mais d'éviter d'aller regarder des sites comme sur les angoisses, hein, des sites de forums, de Doctissimo, etc.,
ou des BFM TV de façon récurrente toute la journée en boucle, parce qu'effectivement, c'est des climats anxiogènes. Donc il faut juste faire comme si c'était pas là pendant quelques temps. Et puis en fait, à partir du moment où on n'a plus de cette source d'information latente qui est derrière, en fond, on passe à autre chose. Et la peur déjà commence vraiment à diminuer puisqu'on vit d'autres choses. Le cerveau, il va s'occuper de se focaliser sur d'autres événements à partir du moment où on arrive à passer à voilà, une autre matière, un autre centre d'intérêt. Donc ça, c'est Parce que la la peur, chose. ça s'alimente aussi. Après, la peur, voilà, exactement, la peur s'auto-alimente, la peur est contagieuse, donc faut garder ça en tête. Vraiment, ce que je peux conseiller de mieux pour éviter d'avoir peur, c'est vraiment de se trouver une activité qui vous fait plaisir, qui nous fait plaisir, pour nourrir son bien-être et sa motivation et l'envie de faire quelque chose de sa journée le matin. Et puis surtout, être dans l'activité, se créer des routines, des programmes tous les jours avec des choses à faire. C'est très important. Faut pas se laisser aller. Faut pas se laisser aller. On peut se laisser aller un petit peu, mais par exemple, moi, je conseille pas aux gens qui sont confinés chez eux de rester toute la semaine dans le jogging ou de pas s'habiller en journée. Même si on est chez soi, on peut faire ça par exemple le week-end ou que le dimanche, parce que voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre du relâchement. Mais en semaine, il faut réussir à rester dans un certain rythme, parce que c'est ça qui nous structure. Et c'est essentiel pour son bien-être d'avoir des points de structure, des points d'ancrage, comme le travail, le sport, la respiration, l'écriture, prendre le temps de rien faire au soleil si on est exposé un petit peu et qu'on peut prendre quelques minutes de soleil. Et puis après, ça va passer sur le côté plaisir le soir avec un film par exemple. Et voilà, pareil, je ne conseille pas de regarder des films en journée. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment des petites choses comme ça. Donc effectivement, si on est dans l'inactivité, bah forcément, on va avoir tendance à avoir des pensées, à avoir le sang qui circule mal. Du coup, ça stagne. L'énergie qui stagne en médecine chinoise, c'est pas bon du tout. Donc, ça va pas favoriser une pensée claire et un esprit limpide. Donc voilà, ça joue aussi fortement sur les peurs, bien sûr. Et qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui souhaitent booster leur système immunitaire? Pour booster son système immunitaire, hein, beaucoup de choses. Donc déjà, premièrement, bien entendu, ce que je disais il y a 2 minutes, c'est avoir un rythme de vie. Donc ça, c'est vraiment très important. Les pensées qu'on a vont vraiment changer énormément le système immunitaire qu'on peut avoir. Si le matin, je me lève et que je me dis non, j'ai pas envie de me lever, bah, c'est comme si toutes les cellules de son corps, hein, les globules blancs et toutes les cellules immunitaires qui nous, qui sont en nous se disent un peu la même chose. Ah bah non, aujourd'hui, j'ai pas envie de combattre un virus ou une bactérie. C'est un peu pareil, parce qu'on est en fait uniquement vibration. Donc, c'est très important de se sentir fort et de déjà axer ses pensées sur des choses positives. Alors, ça peut être commencer à faire une petite liste de phrases positives et puis les lire régulièrement le soir avant de se coucher ou même dans la journée, ou prendre le temps d'avoir des moments de gratitude par écrit dans la journée. Tout ça, ça va vraiment modifier notre état de conscience. Après, sur donc le reste du système immunitaire, bien sûr, pratiquer du sport en fonction de sa vitalité, en fonction de son profil. On va faire un sport qui est adapté à soi, mais le sport est très important pour renforcer le système immunitaire du fait qu'on va faire circuler les énergies, on va faire circuler les toxines et les évacuer par la transpiration et la respiration notamment. Il faut avoir un bon transit pour avoir un bon système immunitaire, c'est très important aussi, pour éviter qu'on s'auto-intoxifie. Il faut travailler sur la respiration beaucoup. L'oxygénation est très importante pour avoir un bon système immunitaire. Donc, pratiquer la cohérence cardiaque, par exemple, 3 fois par jour, c'est idéal. Le matin, le midi et le soir, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup renforcer le système immunitaire. Et puis, bon, son alimentation, bien sûr. Ouais. On évite de manger tout ce qui est trop transformé. Et puis, on essaye de faire des choses maison, bien entendu. On essaye d'avoir son poids de forme, c'est-à-dire que effectivement, si on a pris 1 ou 2 kilos, on peut se dire que là, notre système immunitaire va être un petit peu plus en galère à partir du moment où le foie il va avoir plus de travail pour gérer cet excès
de stockage de graisse. Donc ça, c'est vraiment pas à oublier. Et vu qu'on est un peu moins mobile aussi, il faut faire attention. Vu qu'on est un peu moins mobile, il faut faire attention. Bien sûr, là, moi, j'avais acheté un vélo d'appartement il y a quelques temps et c'est vrai que c'est pratique, mais c'est pas ce qui fait non plus assez bouger. Donc ça, c'est pas mal. On est sur du statique. Moi, je fais quand même un footing en suivant les règles autour de chez moi de 2 ou 3 fois par semaine là pour vraiment bouger un petit peu quand même parce que c'est vraiment important. Après, je prends les règles qu'il faut pour me protéger. Et puis si on peut pas, si on a vraiment peur de sortir, ça peut être des exercices. Par exemple, je sais qu'il y a des cours de Zumba en ligne qui coûtent 3, 4 euros, 5 euros. Voilà, c'est vraiment pas cher. On peut faire ça en groupe, en ligne avec un prof. Ça permet de vraiment bouger dans la bonne humeur, en plus en musique. Et ça, c'est vraiment super important. Voilà. Exprimer ses émotions, très important pour le système immunitaire. Tout ce qui est renfermé, etc., c'est des énergies qui se retournent contre soi. Donc, ça, c'est aussi très important. Et puis, pour le système immunitaire, bon, ça vraiment en naturopathie, on va toujours passer par l'alimentation avant de prendre des compléments alimentaires. Donc, on va faire attention à tout cet axe-là. Et puis après, bah, s'il y a besoin, on peut toujours prendre un petit peu de compléments en vitamine C, par exemple, si besoin. Moi, j'évite de conseiller les compléments alimentaires où il y a trop de mélange dans les mêmes compléments, parce que j'estime que ça peut être trop complexe pour le corps, pour le foie à assimiler. Et en fait, s'il y a une vitamine ou un élément qui est mal toléré, en fait, bah, ça fout un petit peu le bordel. Donc, Ouais. moi, je préfère conseiller aux gens de prendre des choses de façon ponctuelle et unique. Hein, juste, par exemple, vitamine C ou un petit peu de magnésium bisglycinate par moment. Voilà. Euh, des petites cures ponctuelles. Enfin, ça, c'est vraiment adapté. Voilà, je dis quelque chose de très global. Hein. Et c'est quelque chose adapté au cas par cas, bien sûr. Quelles sont pour toi les erreurs les plus fréquemment commises en termes de santé? Alors, ça peut être plusieurs choses. La première, ça peut être le fait de croire toujours ce qu'on nous dit. Et effectivement, ça peut être un gros problème. Je donne l'exemple de, moi je suis parti dans un hôpital, je ne citerai pas le nom, mais on a voulu m'opérer pour ma gorge, alors que j'avais un tout petit truc, quelque chose qui me dérangeait. Mais c'est quelque chose qui a disparu de façon naturelle avec de l'extrait de bromélaïne quelques jours après. Mais on voulait m'opérer avec un robot parce que ça coûtait 5000 euros, que c'était le truc dernier cri et que voilà. Et en fait, l'erreur pour moi, c'est un exemple, mais elle se résume là, c'est que on va souvent faire confiance à certaines personnes et pas forcément écouter ses intuitions. Alors, c'est pas toujours facile de savoir de démêler le vrai du faux, mais avoir plusieurs avis, c'est très important. Et pour moi, pour avoir la solution à tout ça, quand on a des problèmes de santé, c'est vraiment se connecter à une force supérieure et demander de l'aide en fait. Alors, je ne parle pas forcément de Dieu ou autre, hein, parce qu'il voilà, y a des gens qui croient pas en Dieu, mais en tout cas se relier à une énergie et demander de l'aide en fait. En général, ça vient aussi à soi. Il faut aussi s'aider, bien sûr. Donc, en faisant cette démarche, on se connecte un petit peu à ça et on dit bon, bah, par exemple, j'espère que là, je vais pouvoir. Faites que j'arrive à trouver la bonne personne qui va répondre à mes problématiques et puis voilà, avoir 2, 3 avis différents. Quand on va faire des choses importantes, moi, si par exemple je prescris quelque chose à quelqu'un, je vais toujours dire, enfin, je prescris entre guillemets, hein, je vais conseiller, je vais dire à quelqu'un, bon, bah, vous pouvez essayer de prendre ce complément-là, par exemple. Alors, en général, il est marqué 3 gélules par jour. Vous allez voir comment vous réagissez. Si vous vous sentez bien, on en prenait en une déjà. Et puis après, vous adaptez, vous montez la posologie si tout ça est OK. Et en fait, c'est un peu ça, c'est qu'on a toujours tendance à croire qu'un système est OK pour tout le monde de la même façon. Mais on est tous différents déjà de base et on est tous différents en plus à chaque instant de notre vie. Donc Ouais. c'est vraiment hyper important à comprendre, c'est-à-dire que quelque chose qui était bon pour nous il y a 2 semaines ne sera peut-être pas bon pour nous dans 2 mois ou dans 3 mois. On évolue, on est en constante évolution. Donc le problème de santé en général qui vient de là, c'est que on fait un peu trop confiance de temps en temps aux personnes extérieures et pas assez à soi. Et donc c'est pour ça que pour moi, être son propre médecin, en tout cas de l'âme, c'est très important en pratiquant justement
C'est ce que j'ai pu énoncer tout à l'heure, des techniques de centrage, et ce genre de choses-là. Et à partir de là, en général, on a l'esprit plus clair et on arrive mieux à distinguer un petit peu à ce qui peut nous correspondre. Ouais, en plus, c'est très individualisé, donc on Complètement, peut pas tout coller à tout le monde de la même façon, c'est c'est sûr. exactement ça. Penses-tu qu'il soit possible de redevenir acteur de sa santé? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que ça va passer de plus en plus par des programmes un petit peu qui sont déjà en train de naître et qui vont naître un petit peu comme celui que je veux créer et que d'autres ont déjà créé. C'est-à-dire vraiment avoir quelque chose de complet qu'on peut pouvoir déjà. Je trouve qu'Instagram c'est intéressant puisqu'on peut suivre un petit peu la façon de penser de quelqu'un qui va avoir une façon de voir les choses. Et puis après, effectivement, s'il y a un programme qui est en lien avec tout ce que la personne raconte depuis X temps, on va déjà pouvoir se dire, bon, bah là, je pense que si je fais son programme, ça devrait coller puisque je suis cette personne et que ça me parle. En général, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on choisit un petit peu son média. C'est un peu comme l'actualité tout à l'heure. Et donc, du coup, là, on devient complètement acteur de sa santé de par ce biais-là, en fait. Alors toi, concrètement, dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu fais pour, rester en forme? Ah bah moi, je fais ce que j'applique, ce que je préconise à mes patients. Je vais toujours dans la recherche de moi, dans l'acceptation, j'essaye en tout cas, hein, des situations. Et puis, en fait, alors de temps en temps, ça m'arrive de ne pas assez le faire. Enfin, on va dire que depuis 2 ans, 2 ans, j'ai moins pratiqué certaines techniques, mais j'étais très occupé. Par contre, au fond de moi, je savais que il fallait que je reste focus et que il fallait que j'avance sur certains plans parce que ça allait déboucher sur plein de choses superbes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est souvent comme ça que ça marche quand, par exemple, moi, j'ai voulu dépasser mon agoraphobie. C'était très compliqué, j'arrivais pas à partir de chez ma mère, etc. Et en fait, donc j'ai fait ce programme audio du Belge, et puis je me suis mis en place vraiment des systèmes pour avancer. Et j'ai trouvé mon appartement et mon cabinet à une semaine d'intervalle, à 200 mètres l'un de l'autre. Ce qui était idéal Ouais. pour moi, pour pas travailler chez moi et en même temps pour pas avoir quelque chose de trop compliqué au niveau de l'agoraphobie. Et ça, c'est vraiment quand tu avances, la vie, elle t'amène des choses. Et là, depuis 2 ans, c'est un peu pareil. J'ai pu faire beaucoup de choses. Et par exemple, pendant un an et quelques mois, là, j'ai fait 30 visites d'appartements et l'appartement qui me correspondait, il était toujours pas là. Et en Mmh. fait, je savais qu'il serait là, il viendrait au bon moment. Et ben, je l'ai eu juste avant le confinement. Et voilà, il est génial et c'était le moment. Donc c'est vraiment là-dessus en fait que je pratique. En tout cas, c'est vraiment sur cette acceptation, ce travail d'acceptation, de se dire quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, ça sert à rien en fait d'insister sur ce point-là, de rester toujours tête bêche et de dire non, têtu, je veux pas ce système-là, cette chose-là que j'ai prévue, elle ne fonctionne pas, bah, je vais tout faire pour. En fait, la solution, elle consiste à laisser cette petite partie-là mûrir et puis à se focaliser sur autre chose. Et en fait, la première partie qui est en train de mûrir, bah, une fois que c'est le moment, elle va venir compléter le travail que tu auras fait à côté. Et c'est ça qui est assez magique. C'est toujours comme ça que ça marche, c'est accepter l'humilité de se dire qu'on ne peut pas tout contrôler. Et Ouais, le fameux lâcher prise. le lâcher prise complètement. Est-ce que toi, tu considères qu'on puisse, guérir de l'agoraphobie? Ben, je considère qu'on, ouais, bien sûr. En fait, je pense que c'est pas une maladie. Je pense que c'est juste un dérèglement émotionnel. Je pense que c'est comme les angoisses. Ça va être une Ouais, façon de vivre un petit peu la chose, d'accepter ou pas certaines choses, et puis surtout en fait, de modifier sa petite voix intérieure. Ça, c'est vraiment ce qui va tout changer. À partir du moment ouais. où on a des idées en tête, ça vient de là en fait. Hein. C'est-à-dire que moi, je me dis, par exemple, imaginons quand j'étais agoraphobe, je voyais un feu rouge au loin par la fenêtre, je me disais, putain, mais c'est horrible, je vais être là-bas, je vais avoir tel symptôme, etc. Et en fait, donc du coup, j'avais cette petite autoroute dans ma tête qui avait cette pensée directe. Et puis maintenant que je regarde un feu rouge au loin, je me dis, putain, ça a l'air cool, est-ce qu'il y a une trottinette à côté pour que je puisse me balader?
En fait, c'est des automatismes qui se font dans la tête et c'est ces petits chemins qui sont les autoroutes après, on les crée par la pratique. Donc, je pense qu'on peut vraiment se sortir d'un problème. Il faut vraiment se donner les moyens. Il y a un espèce de confort dans l'agoraphobie, inconscient, hein, mais il y a un confort Ouais. dans l'agoraphobie en se disant bah, maintenant je reste dans un système de protection. En général, ça arrive parce qu'on a eu des gros chocs, etc. Mais quand ça dure 2, 3, 4 ans, au bout d'un moment, il faut se dire bon, bah, moi j'ai qu'une vie. Et voilà, il faut juste avoir les clés pour avancer sur ce point-là. Il y a un bon déclic aussi peut-être. Un bon déclic, exactement. Et puis se dire que, Parce que souvent, il y a une amorce, tu vois, il y a quelque chose qui te fait dire: «Bon là, il faut». bah, moi, le déclic, il est arrivé parce que j'ai cherché et puis je suis tombé sur ce programme-là. Et puis les choses tombent pas du ciel à toutes seules, ça c'est clair et net. Il faut s'aider, il Oui, faut y aller, il faut faire des choses. Même si c'est difficile, même si c'est tout petit au début, en fait, à partir du moment où on commence à mettre une graine euh, d'effort sur quelque chose, en fait, bah, il y a une récompense qui arrive euh, juste après, assez rapidement en général, qui va te motiver à continuer, en fait. Et c'est une échelle comme ça qui se crée. Et là, tu vas vraiment vers toi et c'est comme ça que ça marche. Mais si tu fais rien et que tu restes dans ton lit et que tu changes pas de système, en fait, tu resteras toujours enfermé, hein, dans tes prisons, tes constructions mentales, quoi. et bah, écoute, merci beaucoup Pierre. Bah, écoute, avec plaisir, Cindy, je suis content qu'on ait fait ce podcast ensemble. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, tu peux me retrouver sur mon site déjà thérapieducorps.fr si tu veux aller voir un petit peu tout ce que je pratique et puis en détail surtout toutes les rubriques. Et sinon, bien sûr, sur Instagram, pareil, thérapieducorps.fr. Il y a tout ce il y a tout ce qu'il faut. Ma chaîne YouTube, Thérapie du corps également, avec des vidéos et des interviews aussi qui sont assez sympas. Donc voilà, sur ces 3 médias. Eh bah, je te remercie beaucoup et puis, à bientôt. Je te remercie, moi aussi. À bientôt, Cindy. Bouge ton curcuma.